Oh, sale noire, tu vas apprendre à fermer ta gueule hurla Jacques Moreau, un policier au visage rouge de haine, en s'élançant vers Marie Dubois dans le parking bondé du supermarché Leclerc, en banlieue parisienne. Sous un ciel gris d'automne, l'air vibrait d'une tension palpable. Marie, enceinte de 7 mois, avançait lentement, un sac de course dans une main, l'autre posé sur son ventre rond, symbole de vie et d'espoir. Mais pour Moreau, elle n'était qu'une cible, une femme noire, trop fière, trop visible. Sans un mot d'avertissement, il l'empoigna violemment par le bras, ses doigts s'enfonçant dans sa chair comme des griffes. Tu crois que t'as des droits ici cracha-t-il, avant de la projeter contre la portière de sa voiture avec une force brutale. Un cri déchira l'air, celui de Marie, mêlé de douleur et de terreur, alors que son corps heurtait le métal froid. Elle s'effondra, du sang s'écoulant lentement de son abdomen, ses mains tremblantes cherchant à protéger l'enfant qu'elle portait. Mon bébé gémit-elle, la voix brisée, tandis que Moreau, indifférent, reculait d'un pas, un rictus méprisant aux lèvres. Autour, les passants s'arrêtèrent, figés d'horreur, certains sortant leur téléphone pour filmer. La scène était un cauchemar vivant. Une femme vulnérable, écrasée par la haine raciale d'un homme en uniforme, luttant pour sa vie et celle de son enfant à naître. Le destin allait bientôt frapper en retour. Le moteur rugit dans le parking du Leclerc, brisant le silence oppressant qui suivait l'attaque brutale de Marie Dubois. Jean Tigana, légende du football français, bondit de sa Peugeot noire, ses yeux sombres flamboyants de rage contenue. Il venait chercher sa femme pour un déjeuner tranquille, mais ce qu'il vit le figea sur place. Marie, effondrée contre la voiture, le visage tordu de douleur, une tache rouge sombre s'élargissant sur sa robe beige. Jacques Moreau, le policier raciste, se tenait à quelques mètres, essuyant ses mains comme s'il venait de terminer une corvée banale. Espèce de salaud, rugit Jean, sa voix grave résonnant comme un coup de tonnerre. Il s'élança vers Moreau, ses muscles d'ancien athlète tendus, prêt à frapper. Mais Moreau, un rictus narquois aux lèvres, pointa un doigt menaçant. « Recule, négro, ou je te fais coffrer avec elle. » La provocation était un défi. Une insulte crachée au visage d'un homme dont la dignité avait déjà été piétinée par des années de regards méprisants. Autour d'eux, la foule grossissait, des téléphones brandis capturant chaque seconde de ce drame. « C'est Jean Tigana !» murmura une voix, tandis qu'un adolescent criait « Il a frappé une femme enceinte, ce porc !» Marie, à bout de souffle, leva une main tremblante vers son mari. « Jean, le bébé !» Ces mots, faibles mais déchirants, brisèrent dans quelque chose en lui. Il s'agenouilla près d'elle, ignorant Moreau, et murmura « Tiens bon, mon amour, je suis là !» Mais alors qu'il relevait les yeux, Moreau fit un pas en arrière, glissant une main vers son talkie-walkie, prêt à appeler des renforts. « Tu ne t'en tireras pas comme ça !» gronda Jean, se redressant d'un bond, son corps massif bloquant le chemin du policier. La tension monta d'un cran. Allait-il frapper? Allait-il se retenir? Les badauds retenèrent leur souffle, certains hurlant « Justice !» tandis que d'autres filmaient, les doigts à tremblants. Soudain, un crissement de pneus déchira l'air. Une ambulance surgit, gyrophares clignotant, et des secouristes en jaillirent, se précipitant vers Marie. Jean, les poings serrés, lança un dernier regard à Moreau. « Tu vas payer, je te le jure sur ma vie. » Le policier blêmit, mais son arrogance tint bon. « Essaie, champion, tu verras qui gagne. » Alors que les secours soulevaient Marie sur une civière, un cri perçant s'éleva, celui d'une femme dans la foule. Il s'enfuit. Moreau tentait de regagner sa voiture banalisée, mais Jean, rapide comme à ses jours de gloire sur le terrain, sprinta et claqua la portière avant qu'il ne puisse s'échapper. « Reste ici, lâche !» tonna-t-il, tandis que les téléphones enregistrèrent tout. « Et vous? Qu'en pensez-vous? Si cette injustice vous révolte, tapez 1 en commentaire et abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Si vous voulez voir Moreau s'en sortir, likez la vidéo. Mais attention, la vérité risque de vous surprendre. Que fera Jean? Marie survivra-t-elle? La réponse arrive, alors restez connectés, car ce n'est que le début d'une bataille qui va secouer la France entière. Les sirènes de l'ambulance hurlaient dans l'après-midi gris de la banlieue parisienne, emportant Marie Dubois loin du parking du Leclerc où le chaos venait d'exploser. Jean Tigana, encore tremblant de rage, regardait le véhicule s'éloigner, ses poings serrés jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Jacques Moreau, le policier raciste qui avait osé lever la main sur sa femme enceinte, se tenait toujours là, entouré d'une foule hostile qui grossissait à vue d'œil. Les murmures devenaient des cris « Assassin ! Raciste !» Mais Moreau, avec son arrogance froide, semblait imperméable à la colère qui montait.
Il ajusta son képi, lança un regard dédaigneux à Jean et murmura, assez fort pour être entendu. Ta pétasse noire n'avait qu'à pas faire la maligne. Ces mots, comme une lame, transpercèrent l'air et atteignirent Jean en plein cœur. Sans un mot, l'ancien footballeur s'avança, son ombre imposante projetée sur le bitume taché de sang, le sang de Marie. Moreau recula d'un pas, mais son rictus ne faiblit pas. Tu veux quoi, Tigana? Me frapper devant tout le monde? Vas-y, montre-leur que vous êtes tous des sauvages. La provocation était un piège, et Jean le savait. Ces années sous les projecteurs lui avaient appris à maîtriser ses instincts, mais là, face à cet homme qui avait presque tué sa femme et son enfant à naître, la digue menaçait de céder. Tu parles de sauvage, répondit-il, la voix basse mais tranchante comme un rasoir, alors que t'as écrasé une femme enceinte contre une voiture parce qu'elle avait la peau trop foncée pour toi? Un silence glacial s'abattit sur la foule. Les téléphones continuaient de filmer, capturant chaque seconde de cette confrontation qui semblait sur le point de basculer dans la violence pure. Puis, un bruit strident brisa la tension. Des pneus crissèrent au loin et deux voitures de police surgirent à l'entrée du parking, gyrophares allumés. Des collègues de Moreau, sans doute appelés en renfort par son talkie-walkie, avant que Jean ne l'immobilise. Les portières claquèrent et trois officiers en uniforme descendirent, mains sur leurs holsters. « Écartez-vous maintenant !» ordonna l'un d'eux, un homme trapu au regard dur. Mais la foule ne bougea pas. Une femme, tenant son enfant par la main, cria « Il a battu une femme enceinte, vous allez le protéger ?» Les officiers échangèrent des regards nerveux, sentant la tempête qui grondait. Jean, lui, ne quittait pas Moreau des yeux. « Vous arrivez pile pour sauver votre petit copain, hein ?» lança-t-il, sarcastique. « Mais regardez autour de vous. Tout le monde a vu. Tout le monde sait. » Moreau ricana, profitant de l'arrivée de ses renforts pour reprendre de l'assurance. « Tu crois que tes vidéos vont changer quelque chose, Tigana? On est intouchable. Les gens comme toi, on les remet à leur place depuis toujours. » Mais à cet instant, un cri perçant traversa la foule. Une adolescente, téléphone à la main, hurla « C'est viral! Regardez, ça explose sur Twitter! Justice pour Marie !» Les têtes se tournèrent, les écrans s'allumèrent et les visages s'illuminèrent d'une lueur nouvelle, celle de l'espoir, mêlée de fureur. En quelques minutes, la vidéo de l'attaque, brutale et implacable, avait atteint des milliers, puis des dizaines de milliers de vues. Les hashtags fusaient « Jacker plus jamais ça »,« Racisme policier »,« Paris, la France », le monde entier commençait à regarder. Les officiers, déstabilisés, tentèrent d'avancer vers Moreau pour l'extraire, mais la foule resserra les rangs. « Laissez-le payer !» cria un homme. Une bouteille en plastique vola et s'écrasa près des pieds de Moreau, qui sursauta enfin, son masque de suffisance se fissurant. Jean s'avança alors, sa voix portant comme un appel au combat. « Vous ne pouvez pas étouffer ça. Pas cette fois. Ma femme est à l'hôpital, mon enfant est en danger, et ce salaud a du sang sur les mains. » Les téléphones zoomèrent sur son visage, sur ses yeux brillants de larmes et de détermination. À cet instant, un grondement monta, pas seulement de la foule, mais des réseaux sociaux ou les captures d'écran de Moreau en train de frapper. Marie tournait en boucle, accompagnée de messages incendiaires. « Honte à la police. Où est-ce la justice ?» Moreau, acculé, tenta une dernière bravade. « Tu crois que t'as gagné, Tigana ?» siffla-t-il, alors que ses collègues le saisissaient par les bras pour l'entraîner vers une voiture. « On verra qui rira le dernier. » Mais Jean ne répondit pas. Il tourna les talons et courut vers sa voiture, déterminé à rejoindre Marie à l'hôpital. Derrière lui, le parking devenait une arène de révolte, un cri collectif qui promettait de ne pas s'éteindre. La vidéo, désormais vue par des millions, n'était plus seulement une preuve. C'était une arme, un détonateur. Et dans les heures qui suivirent, elle mit le feu aux poudres, révélant au grand jour les ténèbres d'un système pourri par le racisme et l'impunité. La bataille ne faisait que commencer. Les pneus de la Peugeot de Jean Tigana crissèrent sur le bitume alors qu'il fonçait vers l'hôpital Saint-Louis, le cœur battant à tout rompre. Derrière lui, le parking du Leclerc était devenu un champ de bataille. La foule enragée encerclait les voitures de police, les cris de « Justice pour Marie » résonnaient comme une clameur révolutionnaire, et les vidéos de l'attaque brutale de Jacques Moreau contre sa femme enceinte tournaient en boucle sur les réseaux sociaux, embrasant la France entière. Mais pour Jean, une seule chose comptait, Marie, sa femme, sa lumière, qui luttait pour sa vie et celle de leur enfant à naître. Les gyrophares de l'ambulance s'étaient éteints dans la distance, mais leur écho hantait encore ses oreilles. Il écrasa l'accélérateur,
slalomant entre les voitures dans les rues encombrées de Paris, ignorant les klaxons furieux. Chaque seconde semblait une éternité. Pendant ce temps, au parking, Moreau tentait de s'échapper. Les renforts policiers, dépassés par la foule, avaient réussi à le pousser dans une voiture banalisée, mais les vitres tremblaient sous les coups des poings et des projectiles improvisés. « Laissez-le-moi » hurla un homme, brandissant une barre de fer arrachée à un caddie. Les officiers dégainèrent leurs matraques, mais leurs regards trahissèrent la peur. Il s'avère que cette fois, le peuple ne reculerait pas. Moreau, tassé sur la banquette arrière, lança un sourire tordu à travers la vitre. « Vous pouvez crier, ça ne changera rien. » Mais ces mots se perdirent dans le vacarme, alors que la voiture démarrait en trombe, laissant derrière elle une marée humaine prête à tout pour le voir tomber. À l'hôpital, l'ambulance s'arrêta dans un crissement aigu devant les urgences. Les portes s'ouvrirent à la volée, et les secouristes jaillirent, tirant la civière où Marie gisait, pâle comme un linceul, une main crispée sur son ventre. « Elle perd du sang !» cria une infirmière, tandis qu'un médecin accourait, stéthoscope en main. « Vite, salle de trauma !» ordonna-t-il, et l'équipe s'élança dans un balai frénétique à travers les couloirs blancs. Marie, à peine consciente, murmura dans un souffle « Mon bébé, sauvez mon bébé !» Ces mots, faibles mais déchirants, firent vaciller une jeune aide-soignante, qui détourna les yeux pour cacher ses larmes. Les portes de la salle d'opération claquèrent derrière elle, laissant le silence retomber comme une sentence. Jean arriva quelques minutes plus tard, freinant brutalement devant l'entrée. Il bondit hors de la voiture, abandonnant les clés dans le contact, et sprinta vers les urgences, son souffle rauque emplissant l'air. « Marie Dubois, où est-elle » rugit-il à l'accueil, sa voix faisant sursauter la réceptionniste. « Monsieur, calmez-vous, elle est en salle de trauma, vous ne pouvez pas… » Mais il ne l'écouta pas. Il repoussa la femme d'un geste et courut dans le couloir, guidé par un instinct primal. Les portes battantes s'ouvraient et se fermaient devant lui, révélant des visages masqués et des blouses tachées de sang. Enfin, il aperçut une silhouette familière, un médecin penché sur un dossier qui leva les yeux à son approche. « Monsieur Tigana » demanda-t-il, hésitant. « Ma femme, mon enfant, ils sont vivants ?» La question, brute, claqua comme un coup de feu. Le médecin ôta ses lunettes, son visage grave. « Elle est stable pour l'instant. Le bébé… On a détecté un battement de cœur, mais c'est fragile. L'impact a causé un hématome abdominal. On fait tout ce qu'on peut. » Jean vacilla, ses jambes menaçant de céder. « Je veux la voir, » dit-il, la voix tremblante mais ferme. Le médecin secoua la tête. « Pas encore. Elle est sous sédation. Mais je vous promets qu'on se bat pour eux. » Un silence lourd s'installa, brisé seulement par le bip lointain des moniteurs. Jean s'appuya contre le mur, fermant les yeux, et murmura une prière silencieuse, une rareté pour cet homme qui avait toujours cru en sa propre force. Au même moment, à des kilomètres de là, Moreau atteignait le commissariat du 18e arrondissement, escorté par ses collègues. Mais l'atmosphère avait changé. Les officiers qui l'entouraient évitaient son regard, leurs murmures trahissant une gêne croissante. « T'as vu la vidéo » chuchota l'un d'eux à un autre. « Il l'a massacrée, cette femme. Et enceinte, en plus. » Moreau, entendant cela, se redressa avec défi. « Elle l'a cherché, » grogna-t-il. « Ces gens-là, faut leur montrer qui commande. » Mais ces mots sonnaient creux, même à ses propres oreilles. Car dehors, les écrans des télévisions dans les vitrines diffusaient en boucle les images de son crime, sous-titrées par des titres incendiaires, scandale policier, une femme enceinte agressée. Racisme en uniforme. Jusqu'où ira l'impunité? Dans la salle d'attente de l'hôpital, Jean reçut un appel. C'était son ami d'enfance, Karim, la voix tremblante d'excitation et de colère. « Jean, c'est partout. Les gens descendent dans la rue, ils bloquent les boulevards, ils veulent la tête de ce salaud. » Jean serra le téléphone, ses jointures blanchissant à nouveau. « Et Marie » demanda Karim. « Elle se bat » répondit Jean, la gorge nouée. « Et moi aussi » Il raccrocha et se leva, marchant vers la fenêtre. Dehors, les lumières de Paris scintillaient, mais il savait que sous cette façade, une tempête se préparait. Les réseaux sociaux explosaient, les hashtags « Ciao Justice » pour Marie et Mausa place jamais ça, devenant des cris de guerre. Des manifestations spontanées éclatèrent devant les commissariats, des pancartes brandies avec fureur. « Protégez nos mères !»« Non au racisme policier !» Soudain, un cri déchira le couloir de l'hôpital.
Jean se retourna d'un bond, le cœur dans la gorge. Une infirmière courait vers lui, les yeux écarquillés. Monsieur Tigana, venez vite! Votre femme, elle s'est réveillée, mais il y a des complications. Sans réfléchir, il s'élança derrière elle, traversant les portes battantes comme un taureau enragé. Dans la salle de trauma, Marie était allongée, un masque à oxygène sur le visage, ses mains crispées sur les draps. Jean, murmura-t-elle, ses yeux pleins de larmes. Il tomba à genoux près d'elle, saisissant sa main. Je suis là, mon amour. Accroche-toi. Mais le médecin, derrière lui, secoua la tête sombrement. Le bébé, on perd le signal. Il faut opérer maintenant. À cet instant, un grondement sourd monta de l'extérieur. Jean tourna la tête vers la fenêtre. Une foule s'était rassemblée devant l'hôpital. Des dizaines, puis des centaines de personnes, scandant le nom de Marie. Les pancartes claquèrent dans le vent, les visages étaient marqués par la colère et la solidarité. Le médecin posa une main sur son épaule. On va tout tenter. Mais vous devez être prêt. Jean ne répondit pas. Il serra la main de Marie plus fort, ses yeux brûlants d'une promesse silencieuse. Quoi qu'il arrive, Moreau paierait. Et alors que les machines bipaient frénétiquement autour d'eux, le destin suspendit son souffle, prêt à frapper. Les néons de l'hôpital Saint-Louis clignotaient faiblement dans la nuit, tandis que les machines autour de Marie Dubois émettaient des bips irréguliers, comme un conte à rebours macabre. Jean Tigana, agenouillé près du lit, tenait la main de sa femme, ses doigts tremblants serrés autour des siens. Elle était consciente, mais à peine, son visage blême marqué par la douleur et la peur. « Jean, notre bébé », murmura-t-elle, la voix brisée par les larmes qui roulaient sur ses joues. Le médecin, un homme aux traits tirés par des heures de tension, se tenait derrière eux, ajustant un moniteur. « On l'opère dans 5 minutes, » annonça-t-il, la voix grave. « On doit stopper l'hémorragie interne, sinon… » Il ne finit pas sa phrase, mais le silence qui suivit était plus éloquent qu'un verdict. Jean releva les yeux vers lui, le regard dur comme l'acier. « Faites-le. Sauvez-les. » C'était un ordre, pas une supplique. Dehors, la foule devant l'hôpital grossissait à une vitesse folle. Ce qui avait commencé comme une poignée de curieux s'était transformé en un raz-de-marée humain. Des centaines, puis des milliers de personnes convergeant dans les rues autour de Saint-Louis. Les pancartes s'agitaient dans l'obscurité, illuminées par les flashs des téléphones. « Justice pour Marie ! Protégez les mères noires !» Les cris montaient en une clameur assourdissante, ponctuée par des klaxons et des sirènes lointaines. Les réseaux sociaux, eux, étaient en ébullition. Justice pour Marie avait dépassé les 10 millions de mentions, et des vidéos de l'attaque de Jacques Moreau tournaient dans le monde entier, sous-titrées en anglais, arabe, espagnol. À Paris, des barricades improvisées bloquèrent les boulevards, des pneus brûlèrent sur la chaussée, et des slogans fusaient « Plus jamais !»« La police tue !» La France entière semblait prête à exploser. Dans une salle de réunion sombre du commissariat du 18e arrondissement, Moreau, menotté mais toujours arrogant, était interrogé par 2 officiers supérieurs. La sueur perlait sur son front, mais son rictus ne faiblissait pas. « Vous perdez votre temps », lâcha-t-il, les yeux plissés. « J'ai fait mon boulot. » Cette négresse faisait la maligne, et maintenant elle joue la victime. L'un des officiers, une femme aux cheveux courts et au regard perçant, tapa du poing sur la table. « Ton boulot ? T'as failli tuer une femme enceinte, Moreau. La vidéo est partout, t'es fini !» Il haussa les épaules, un rire sec s'échappant de sa gorge. « Vous croyez que vos caméras me font peur ? On a toujours couvert nos arrières. Demandez au chef, il sait comment ça marche. » Ces mots firent tressaillir les officiers. Une couverture ? Un système ? La vérité commençait à suinter comme un poison. À l'hôpital, les portes de la salle d'opération s'ouvrirent brutalement. Marie fut poussée à l'intérieur sur une civière, entourée d'une équipe médicale en pleine effervescence. Jean tenta de suivre, mais une infirmière le bloqua, les mains fermes sur sa poitrine. « Vous devez attendre ici, monsieur. » Il la repoussa d'un geste brusque, son cri résonnant dans le couloir. « C'est ma femme, mon enfant. Laissez-moi entrer. » Mais les portes se refermèrent, implacables, le laissant seul face à son impuissance. Il s'effondra sur une chaise en plastique, la tête entre les mains, les images de Marie écrasées contre la voiture tournant en boucle dans son esprit. Puis, un grondement sourd le fit sursauter. Il se précipita à la fenêtre. La foule dehors scandait son nom maintenant. « Tigana! Tigana !» comme un appel à la guerre. À des kilomètres de là,
Dans un appartement miteux de la banlieue, un homme en civil regardait les nouvelles sur une vieille télévision. C'était un ancien collègue de Moreau, licencié des années plus tôt pour corruption. Il décrocha un téléphone à brûleur et composa un numéro. « C'est moi », dit-il, la voix basse. Moreau parle trop. Il va balancer le chef si on le laisse faire. Faut le faire taire, vite. À l'autre bout, une respiration lourde, puis un murmure. On s'en occupe. Le complot prenait forme dans l'ombre, mais dehors, la lumière des flammes et des écrans révélait tout. Dans les rues, la manifestation prenait des airs d'insurrection. Des jeunes masqués lancèrent des pavés sur les fourgons de police, tandis que des mères en larmes brandissèrent des photos de maris tirées des réseaux sociaux. Une femme, micro à la main, hurlait depuis un mégaphone. « Ils veulent Dieu nous faire taire, mais on ne pliera pas. Marie, c'est nous toutes !» Les CRS, boucliers levés, tentèrent de contenir la marée, mais les lignes vacillaient. À République, une banderole géante fut déployée. Non au racisme policier. Des hélicoptères survolaient la ville, leurs projecteurs balayant une capitale au bord du chaos. À l'hôpital, 1 heure passa, puis 2. Jean arpentait le couloir, ses pas lourds résonnant comme un tambour. Enfin, le chirurgien émergea, le masque baissé, les yeux fatigués mais brillants. « Monsieur Tigana, votre femme est hors de danger. L'hémorragie est arrêtée. » Jean retint son souffle. « Et le bébé ?» Le médecin sourit faiblement. « Il vit. C'est un battant, comme sa mère. » Un cri de soulagement échappa à Jean, mais il se transforma en sanglots. Il tomba à genoux, les mains sur le visage, tandis que le grondement de la foule dehors semblait répondre à sa victoire. Mais la paix fut de courte durée. Une infirmière accourut, un téléphone à la main. « Monsieur, regardez ça !» Elle lui tendit l'appareil. Une breaking news diffusée en direct montrait des images floues de Moreau, escorté hors du commissariat par des hommes masqués, puis jeté dans une voiture noire qui disparaissait dans la nuit. Le bandeau défilait. Suspect en fuite? Évasion orchestrée? Jean se redressa d'un bond, la rage revenant comme une vague. « Ils l'ont sorti », grogna-t-il, les dents serrées. « Ces salauds l'ont libéré. » Dehors, la foule explosa de fureur à cette nouvelle. Les cris redoublèrent, les flammes s'élevèrent plus haut et les pancartes devinrent des armes. À la télévision, un journaliste, le visage grave, commentait « Ce soir, Paris brûle. L'évasion de Jacques Moreau, accusé d'avoir agressé Marie Dubois, jette de l'huile sur un feu qui couvait depuis trop longtemps. » Dans le couloir, Jean serra les poings, regardant par la fenêtre les lueurs rouges qui dansèrent sur la ville. « Tu ne t'en tireras pas, » murmura-t-il, la voix tremblante de promesse. Marie était sauvée, mais la guerre ne faisait que commencer. La France, divisée, blessée, criait vengeance, et chaque pavé lancé, chaque cri poussé, portait désormais le nom de sa femme. Les portes de l'Assemblée nationale s'ouvrirent avec un grincement solennel sous un ciel plombé, 2 semaines après l'évasion scandaleuse de Jacques Moreau. Marie Dubois, encore fragile mais portée par une détermination inflexible, descendit de la voiture noire de Jean Tigana, son mari, qui ne lâchait pas sa main. Paris brûlait encore dans les mémoires. Les flammes des barricades s'étaient éteintes, mais la colère grondait toujours, amplifiée par des millions de voix réclamant justice. Aujourd'hui, Marie allait témoigner devant les députés, un événement retransmis en direct à travers la France. Elle portait une robe bleu nuit, simple mais digne, son ventre toujours arrondi par la vie qu'elle avait failli perdre. Les caméras se braquèrent sur elle, capturant chaque pas vacillant mais résolu. À l'intérieur, la salle était pleine à craquer. Parlementaires, journalistes, activistes, tous suspendus à ce moment historique. Jean prit place au premier rang, ses yeux sombres fixés sur sa femme, prêt à bondir si quiconque osait l'interrompre. Marie s'avança vers le pupitre, posa ses mains tremblantes sur le bois et inspira profondément. « Quand cet homme m'a attaqué, commença-t-elle, sa voix claire malgré l'épuisement, il m'a plaqué contre une voiture et m'a dit que je ne méritais pas d'être mère parce que j'étais noire. » Un silence glacial s'abattit sur l'Assemblée. Des députés baissèrent les yeux, d'autres retinrent leur souffle. « J'ai cru perdre mon enfant, continua-t-elle, les larmes montant, et maintenant, il est libre, protégé par ceux qui devraient nous défendre. » Soudain, un murmure traversa la salle. Une porte latérale s'ouvrit brutalement, et une femme en uniforme, l'ancienne collègue de Moreau, Claire Vasseur, entra, un dossier à la main. « J'ai les preuves !» cria-t-elle, brandissant des documents. « Moreau n'a pas agi seul, il y a un réseau, des ordres venus d'en haut. » Les caméras pivotèrent.
le chaos éclata. Des députés se levèrent, furieux ou choqués, tandis que le président de séance tapa son marteau, exigeant le silence. Marie, immobile, fixa Claire, puis reprit. « Ce n'est pas juste mon histoire, c'est celle de toutes les femmes qu'ils écrasent en silence. » À cet instant, une alarme retentit dehors. Des cris montèrent. « Ils le cachent encore !» La foule, massée devant le palais Bourbon, hurlait sa rage. Jean se leva d'un bond, prêt à protéger Marie, alors que les révélations de Claire, nom, date, ordre de suppression, mettaient le feu aux poudres. Le système tremblait et Marie, debout, devenait son bourreau. Les lourdes portes du palais de justice de Paris s'ouvrirent dans un silence oppressant, 3 mois après le témoignage fracassant de Marie Dubois à l'Assemblée nationale. Ce matin-là, sous un ciel gris chargé de pluie, la salle d'audience était un volcan, prêt à entrer en éruption. Jacques Moreau, l'ancien policier raciste qui avait brutalement attaqué Marie, enceinte, dans le parking du Leclerc, faisait enfin face à son procès. Retrouvé après des semaines de cavale, il avait été arraché à une planque sordide en banlieue par une brigade spéciale, suite aux preuves accablantes livrées par Claire Vasseur. Menotté, vêtu d'un costume gris trop grand, il entra, le visage blême mais les yeux brûlants d'une arrogance intacte. En face, Marie, assise au premier rang aux côtés de Jean Tigana, son mari, portait une robe noire sobre, son regard fixe et implacable. La foule dehors, contenue par des cordons de CRS, scandait son nom comme un cri de guerre. « Marie! Marie !» Le président du tribunal, un homme austère aux lunettes cerclées d'acier, frappa son marteau. L'audience est ouverte. Les charges furent énoncées d'une voix froide. Violences aggravées, mise en danger d'un enfant à naître, abus de pouvoir, actes racistes. Chaque mot tombait comme une pierre dans l'eau stagnante, faisant monter la tension. L'avocat de la défense, un homme mince au sourire calculateur, se leva avec assurance. Mon client a agi sous pression, dans un contexte confus. Il n'y avait pas d'intention raciste, juste un malentendu tragique. Un murmure de colère traversa la salle, vite étouffé par un nouveau coup de marteau. Puis vint le tour de Marie. Lorsqu'elle s'avança à la barre, un silence de cathédrale s'installa. Ses pas résonnaient sur le parquet, chaque mouvement chargé d'une dignité qui faisait trembler les murs. « Ce jour-là, commença-t-elle, la voix claire mais tremblante d'émotion. Il m'a saisi, m'a jeté contre ma voiture et m'a dit que je ne méritais pas de vivre parce que j'étais noire. J'ai senti mon bébé s'arrêter de bouger. J'ai cru qu'il était mort. Les jurés retinrent leur souffle. Une femme essuya une larme. Moreau, lui, baissa les yeux, non par honte, mais par défi. Il ne s'est pas excusé, poursuivit-elle. Il a ri. Et maintenant, il est là, libre de me regarder comme si j'étais encore sa proie. Soudain, un cri déchira l'air. « Menteuse !» lança une voix depuis le fond. Un homme, un ancien collègue de Moreau, se leva, rouge de colère. Elle l'a provoqué. C'est une manipulatrice. La salle explosa en chaos. Des huées, des insultes, des poings levés. Jean bondit de son siège, prêt à en découdre, mais 2 huissiers le retinrent. Le président hurla. « Silence ou je fais évacuer !» Marie, immobile, fixa l'intrus, puis reprit, plus forte. « Ce n'est pas moi qui ai choisi la violence. C'est lui, et tous ceux qui l'ont couvert. » Le procureur, une femme au regard acéré, prit la parole. Elle brandit une pile de documents, les preuves de Claire Vasseur. Moreau n'était pas seul. Des ordres ont été donnés pour étouffer ses actes. Des plaintes ont été enterrées. Ce n'est pas un incident, c'est un système. Elle projeta une vidéo sur un écran, l'attaque au Leclerc, brutale, impitoyable, suivie d'enregistrements de Moreau riant avec des collègues. « Ces gens-là, faut les mater !» Un frisson d'horreur parcourut l'assemblée. Les jurés blêmirent, certains détournèrent le regard. La défense tenta une contre-attaque désespérée. « Il était stressé, mal formé », plaida l'avocat. Mais ces mots sonnaient creux face aux images, face à la voix de Marie qui résonnait encore. Puis, un coup de théâtre. Claire Vasseur fut appelée à la barre. « J'ai vu Moreau frapper d'autres victimes », déclara-t-elle, la voix ferme. « On m'a ordonné de me taire, sous peine de perdre mon badge. » Elle pointa un doigt vers le banc des accusés. « Il n'a jamais eu de remords. » Moreau bondit alors, brisant ses menottes contre la table. « Traîtresse !» rugit-il, avant d'être plaqué au sol par les gardes. La salle hurla, le chaos menaçant de tout engloutir. Le délibéré fut rapide. À 16h47, le président revint, le visage grave. Jacques Moreau, pour les faits de violence aggravée, racisme,
et abus de pouvoir, vous êtes condamné à 30 ans de réclusion criminelle, sans possibilité de libération anticipée. Un cri de triomphe éclata dans la foule dehors, retransmis par les haut-parleurs. Marie ferma les yeux, une larme coulant sur sa joue, tandis que Jean l'enlaçait, murmurant « On a gagné, mon amour ». Mais Moreau, traîné hors de la salle, lança un dernier regard venimeux. « Vous ne m'aurez pas pour toujours », siffla-t-il, avant que les portes ne se referment. Dehors, la pluie tombait enfin, mais les cris de joie couvraient son bruit. Les pancartes s'agitaient « Victoire pour Marie ». Les télévisions diffusèrent la scène en direct, les commentateurs bouleversés. C'est un tournant pour la France. Dans la salle vide, Marie et Jean restèrent seuls un instant, main dans la main. « Il paie », murmura-t-elle. Jean hocha la tête, les yeux brillants. Mais ce n'est pas fini. Car au-delà de ce verdict, un système vacillait, et la lutte, portée par leur courage, ne faisait que commencer. La pluie martelait les fenêtres du palais de justice, alors que les échos du verdict contre Jacques Moreau s'évanouissaient dans la nuit parisienne. 30 ans de prison, une sentence historique, un cri de victoire pour Marie Dubois et Jean Tigana, qui quittaient la salle d'audience main dans la main, leurs silhouettes fatiguées mais droites sous les flashs des caméras. Dehors, la foule exultait, des milliers de voix scandant « Justice !» sous un ciel noir d'encre, tandis que les pancartes trempées claquèrent dans le vent. Pour Marie, pour nous toutes. Mais au-delà de cette liesse, une ombre planait encore. Le combat, loin d'être terminé, prenait une ampleur que nul n'avait anticipée. Car si Moreau était tombé, le système qui l'avait protégé vacillait à peine, et ses racines plongeaient profond dans les ténèbres. Quelques jours plus tard, dans un bureau discret de l'Assemblée nationale, une réunion secrète se tenait sous la lumière tamisée d'une lampe ancienne. Des députés, des juristes et des militants, dont Marie et Jean, étaient assis autour d'une table encombrée de dossiers. Une femme au visage sévère, la députée Élise Moreau, sans lien avec l'accusé, tapa du poing sur la table. « Ce verdict n'est qu'un début », lança-t-elle, la voix tranchante. « Les preuves de Claire Vasseur montrent un réseau, des ordres de silence, des plaintes étouffées, des officiers protégés. Il faut une loi, maintenant. » Marie, les yeux encore marqués par la fatigue, hocha la tête. « Je veux que plus aucune femme ne vive ça, » dit-elle, serrant la main de Jean. « Que plus aucune mère noire ne soit une cible. » Mais à cet instant, un fracas retentit. La porte s'ouvrit violemment et un assistant essoufflé déboula, un téléphone à la main. « Regardez ça !» haleta-t-il, projetant une vidéo sur un écran mural. Des images floues montraient une manifestation devant le ministère de l'Intérieur. Des fumées de gaz lacrymogènes, des CRS chargeants et une banderole arrachée proclamant « Libérez Moreau ». Une voix off, tremblante, commentait « Des policiers dissidents et des extrémistes menacent tous de tout faire tomber si la réforme avance. » Jean se leva d'un bond, les poings serrés. « Ils osent encore ?» gronda-t-il, tandis que Marie blêmissait. La salle plongea dans un silence tendu, brisé par Élise. « Ils contre-attaquent. On doit frapper plus fort. » Le lendemain, l'annonce tomba comme un coup près. Le projet de loi, baptisé « Loi Marie », fut déposé en urgence. Il interdisait toute violence policière contre les femmes enceintes, avec des peines alourdies pour motifs racistes, et imposait des caméras obligatoires sur chaque uniforme. Les débats à l'Assemblée furent électriques. Des députés conservateurs hurlaient « C'est une attaque contre nos forces de l'ordre », tandis que d'autres brandissèrent des photos de Marie ensanglantée, criant « C'est une attaque contre nos mères ». Dehors, Paris bouillonnait à nouveau. Des cortèges défilaient, des affrontements éclataient, et les murs se couvraient de graffitis. Marie vit, la justice aussi. Mais dans l'ombre, une menace grandissait. Dans un entrepôt désaffecté de Saint-Denis, un groupe d'hommes en civil, anciens collègues de Moreau, se réunissait autour d'une table jonchée de cartes et d'armes. Leur chef, un colosse au regard glacial, écrasa une cigarette sous sa botte. « Ils veulent nous briser avec leurs lois, grogna-t-il. Mais on va leur montrer. » Tigana et sa femme ne verront pas le prochain lever de soleil. Un murmure d'approbation parcourut la pièce et un plan se dessina. Une embuscade, un message sanglant pour étouffer la révolte. Le jour du vote final, l'Assemblée était un champ de bataille. Marie et Jean, invités dans les tribunes, regardèrent les députés s'écharper. Soudain, une explosion secoua le bâtiment. Des cris éclatèrent, la fumée envahit les couloirs et la panique s'empara de la salle. « Attentat !
hurla quelqu'un, tandis que les gardes évacuèrent les élus. Jean saisit Marie, la plaquant au sol alors que des débris volaient. Reste avec moi, cria-t-il, son corps faisant bouclier. Dehors, la foule hurlait, les sirènes hurlaient d'un plus fort encore, et une voix au mégaphone tonna. C'est pour Moreau! Le chaos était total. Mais au milieu de la tempête, un miracle se produisit. Les pompiers dégagèrent les décombres, et la séance reprit dans une salle annexe, sous haute protection. À 23h47, le président, couvert de poussière, annonça « La loi Marie est adoptée ». Une clameur monta, relayée par les télévisions du monde entier. Marie, blessée mais debout, pleura dans les bras de Jean. « On l'a fait », murmura-t-elle, tandis qu'il caressait son visage. « Pour toi, pour notre enfant. » Quelques semaines plus tard, sous un soleil timide, une fresque fut inaugurée place de la République. Elle représentait Marie, fière, une main sur son ventre, avec ces mots « Elle n'a pas seulement porté la vie, elle a porté le changement ». La foule, silencieuse, déposa des fleurs, mais Jean, regardant l'œuvre, murmura « Ils sont encore là dehors ». Car dans l'ombre, les conspirateurs juraient vengeance, et le combat, bien que victorieux, laissait une cicatrice ouverte sur la France.